Horus Heresy, c'est mon jeu préféré, mais pas que. C'est aussi un setting et un world building que je trouve incroyable. J'ai toujours été attiré par Horus Heresy depuis que j'ai repris Warhammer, lors de la V8 en 2017. À l'époque, le site internet de Games Workshop était encore de leur ancienne version et tout n'était pas centralisé sur un seul site. Il fallait aller sur un deuxième site qui s'appelait Forge World pour voir le catalogue Horus Heresy. Et puis à l'époque, c'était majoritairement résine. Et pour rappel, c'était bien avant l'âge des ténèbres, et la V2 de Horus Heresy et la plastification massive des kits par Games Workshop n'avaient pas encore été faites. Du coup, il y avait une aura spéciale d'aller sur le catalogue de Forge World. Forge World, c'était un peu la boutique de luxe, où on ne pouvait pas acheter souvent. On bavait dessus comme des gosses. Les figurines avaient des noms compliqués en latin, et il y avait des personnages qu'on n'avait jamais entendu parler. Horus Heresy, ça avait l'air d'être dans la cour des grands, vous voyez, avec des conversions, full narratif, etc. On se sentait un peu en dessous de ces espèces de neckbeard ultimes en quelque sorte. C'est un jeu qui avait une aura de mystère autour de lui. En plus, quand on commençait à se documenter sur le lore, la période de la guerre civile de l'Imperium était pleine de récits qui m'ont toujours semblé beaucoup plus incroyables et grandioses que ceux de 40K. C'était comme lire de la mythologie avec l'empereur et ses fils primarques. Et moi, c'est une esthétique grandiose et puissante à laquelle je suis très sensible. C'est notamment pour ça que je suis un fervent admirateur de la trilogie de films de Zack Snyder, Man of Steel, Batman v Superman, Ultimate Cut et Zack Snyder Justice League. Ce sont des films qui pour moi ont su capter une vision mythologique des personnages et à les déifier correctement, un peu à l'instar du livre Kingdom Come par exemple. Du coup, pourquoi Horus Heresy ? Déjà pour ça, c'était un intérêt éveillé très tôt. Se dire, un jour, je vais acheter le Battle Automata de Perturabo pour une conversion, et bien sûr ne jamais le faire parce que c'est trop cher. Avoir des images, mais des produits hors d'atteinte. C'est en 2022 avec l'annonce de la V2 d'Horus Heresy et la nouvelle politique de Games Workshop au sujet de ce jeu, c'est-à-dire plastification massive, et donc un moyen d'obtenir économiquement et plus facilement les modèles, qui a représenté un tournant. On était en pleine V9, et je jouais à un club à l'esprit orienté tournoi avec mes custodiens. Je m'étais adapté à l'esprit du club, mais j'ai toujours été davantage un créatif dans ma tête, attiré par le narratif avant tout. J'avais beaucoup de conversations avec un joueur qui perdait le plus souvent dans le club, mais qui avait une armée vintage magnifique de Space Wolves, et qui était un daron à l'ancienne, qui connaissait le vieux lore et les vieilles esthétiques. C'était ça qui me faisait vraiment cogiter et rêver, plutôt que d'avoir la stratégie la plus optimale. Du coup, le trailer de la V2 tombe, et là c'est le choc. Ce trailer est probablement la meilleure vidéo officielle jamais produite par Games Workshop, encore aujourd'hui. Il est à des années-lumière de tout ce qui a été fait sur Warhammer+, et même le trailer de la V3 est bien faible en comparaison. Et là je peux pas résister. Je suis obligé de franchir le pas et de sauter sur l'occasion. Quand Age of Darkness sort, je parviens à en récupérer une boîte en ligne. Je m'achète également une de ces fameuses feuilles de décalcomanie Forge World pour mes futurs Imperial Fist, qui était ma légion de cœur puisque je jouais des Imperial Fist nuls à chier par ailleurs depuis la V8 de 40K. Je rajoute le magnifique Kratos, un nouveau tank, et j'ai vraiment vidé ma tirelire de ce temps-là, car à l'époque j'avais un boulot assez mal payé et précaire. Quand j'ai tout reçu, c'était pour moi comme Noël. Les kits étaient magnifiques, et j'avais l'impression d'enfin rentrer dans l'esthétique que je voulais. Une esthétique que je ne savais pas vraiment ce que je cherchais jusqu'alors, car même en V8 et en V9, j'avais tenté de m'en rapprocher sans m'en rendre compte, en faisant une compagnie de Terminator, à l'ancienne, Imperial Fist, et des Firstborn. Ils étaient extrêmement nuls à l'époque. Mais quelque chose me fait défaut. Le cercle de joueurs. Horus Heresy n'est pas encore à son prime, en termes de nombre de joueurs, et mes amis jouaient uniquement à 40K. Alors, je peins de mon côté, et je finis par avoir mes Imperial Fist en vitrine. J'en suis fier, mais les règles du jeu réputées plus dures que 40K sont intimidantes, et je ne parviens pas à m'y mettre. Je continue de jouer en V9 avec le club et mes custodiens, et les règles de la V10 sont teasées chaque semaine par Games Workshop. C'est à cette époque que débute également le Jeudi Heresy, ou Heresy Thursday. C'est le blog de Games Workshop, ils annoncent chaque jeudi des nouveautés pour l'Hérésie d'Horus. Et c'est là où je me suis rendu compte de la différence. Un moment de teasing de règles de custodien pour la V10. Fini les shield hosts, fini les options. Les sorts du silence sont complètement anéantis. Elles sont ciblables par les sorts et ne peuvent plus faire de contre-sorts correctement. Dans un objectif de simplification du jeu à l'extrême, le peu de personnalisation qui restait à 40K était dépouillé. Et c'est à ce moment-là que mon ami m'envoie cette photo, en me disant « Hey, t'as vu le nouveau capitaine Imperial Fist ?» Et là j'hallucine.
C'est l'Imperial Fist le plus cool que j'ai jamais vu, à des années-lumière du Buzz l'éclair que j'avais dans ma force. Mais incroyable! Vivement la V10, si les Imperial Fist ont une vibe qu'ils méritent. Et là il m'arrête tout de suite. Non mon gars, c'est pas la V10, c'est Horus Heresy. Et là quelque chose s'est brisé en moi. D'un côté, j'avais une armée dysfonctionnelle d'Imperial Fist de merde, avec Buzz l'éclair et des custodes amputés des Sœurs du Silence sans aucun fluff, et de l'autre côté, Horus Heresy m'appelait plus que jamais. Dans le plus grand secret de ma man cave, j'ai commencé à compiler toutes les règles, des rulebooks, pour en faire des fiches pratiques, et je traduisais également les mots-clés, et je les mettais par ordre alphabétique. Durant à peu près 40 jours et 40 nuits, j'ai épluché tout ce qu'il y avait à savoir sur Horus Heresy, et j'ai mis au point mon fichier référentiel pour apprendre le jeu. C'est au 41e matin que j'ai contacté mes potes, pas ceux du club, plutôt ceux de mes amis proches, pour leur montrer mon travail, en leur proposant de tester Horus Heresy. Mon pote le plus proche géographiquement, qui jouait Mechanicus sur 40k et qui donc avait une armée plus ou moins transférable en proxy sur Horus Heresy, était chaud. Lui aussi est un créatif après tout, et s'en fiche des tournois. En plus, son Mechanicus était devenu la blague de la V9, avec le pire win rate de tout le casting. Il était chaud. Notre première game d'initiation s'est super bien passée. On a fait plein d'erreurs. Mais tout ce qu'on faisait c'était stylé, c'était sympa, tout était cinématique et cool. Je reprenais du plaisir sur mes Space Marines, et il y avait une vraie sensation d'avoir une force customisée avec les centaines d'options disponibles. On en a fait une ou deux comme ça, et à chaque fois c'était un vrai blast. C'est l'été de cette année-là que j'ai totalement décroché de 40 000. Déjà peu chaud par rapport aux règles que j'avais pu voir en preview de Games Workshop, j'ai tout de même tenté une game en V10 sur mes Space Marines, étant donné qu'ils avaient leur codex avant tout le monde. Et les mecs, laissez-moi vous dire une chose, c'était la game la moins fun que j'ai jamais fait. J'étais prêt à laisser sa chance à la V10, car avec la reprise du système de mots-clés qu'il y a d'ailleurs dans Horus Heresy, ça pouvait être bien, je me disais. Mais c'était la partie la moins fun, et la plus longue que j'ai jamais vue. C'était nul, vraiment nul. Du moins, pas pour moi, plus pour moi. C'était la seule game que j'ai faite en V10. J'ai refermé les bouquins que je venais d'acheter, et je n'ai plus fait que de Horus Heresy depuis. C'est probablement la meilleure décision de ma vie de hobbyiste, car elle m'a sauvé de perdre l'amour du hobby petit à petit. Et ça fait des années maintenant, et je suis toujours très motivé, et je trouve toujours de nouveaux moyens d'inventer des nouvelles choses. Et plus je vois les sorties de 40k, et plus je me dis que j'ai bien fait de faire ce choix. Ça m'a appris qu'on pouvait vivre son hobby pour soi-même et ses amis, et qu'on n'était pas obligé de suivre ce que Games Workshop nous disait. Je vais pas vraiment parler de la V3 outre mesure, parce que je n'y ai tout simplement pas joué, je n'en ai pas l'envie, elle ne m'inspire pas, les changements ne sont pas pertinents. Et pour les bons, je les ai juste repris dans ma version actuelle qui est une V2 bâtarde. Alors pourquoi Horus Heresy au final ? Je vais vous montrer une image qui résume tout pour moi. Si vous effaciez entièrement le hobby de l'existence, et que vous ne puissiez garder qu'un seul élément, ce serait cette image. Cette image est Warhammer. Elle possède tout ce qu'il y a à savoir sur ce setting. Et tout ce qu'il y aura jamais d'ajout dans le futur est optionnel. Vous n'avez besoin d'aucune autre chose dans le hobby que cette image. C'est une mythologie à l'œuvre. C'est une esthétique beaucoup plus puissante que 40k. Ce que 40k a de puissant, ce n'est que par mimétisme de Horus Heresy. Même les boîtes et l'aspect des illustrations transpirent la simulation historique, là où 40k nous offre des photographies qu'il dissimule à peine comme étant des jouets. Horus Heresy a une ligne visuelle très claire. Les jouets sont dessinés à la main, photoshopés dans des scènes d'action. On est là pour recréer l'histoire. C'est ce que j'aime chez Zack Snyder par exemple. Qu'on aime ou pas son style de cinéma, il croit en ce qu'il filme. Chez DC Comics, il a filmé des dieux, pas des super-héros, et ça se sent, ça se voit. Ce sont des parangons,
eh bien Horus Heresy a le même rapport à sa narration. C'est un meilleur jeu, une meilleure narration et un meilleur setting. Le monde est fermé, contrairement à 40K, qui avance de manière linéaire. Tout le monde connaît le début de l'hérésie et le massacre du site d'atterrissage, et la fin de l'hérésie avec la mort d'Horus Lupercal, des mains de son père. C'est ça l'essence de Warhammer. Cette tragédie maintes fois répétée, maintes fois racontée, et maintes fois de façon différente, mais qui revient à chaque fois. L'empereur contre Horus. Peu importe ce que Games Workshop rajoutera comme potentiel gâchis à leur propriété intellectuelle, cela ne changera pas. L'empereur contre Horus. De toutes les temporalités et dans toutes les fluctuations des réalités, tout converge vers ce point. L'empereur contre Horus. 40K n'existe que pour être le résultat de cet affrontement mythologique. Et avec un setting fermé, ce qui est bien, c'est que vous pouvez vraiment participer, en créant votre propre narration facilement, et en vous servant des repères temporels du setting. On sait exactement ce qui se passe, ce qui vous aide à vous repérer. Vous avez des bornes temporelles pour le reste. Faites-vous plaisir. Et au final, on pourrait croire que la fermeture du setting empêche d'être libre avec. Mais c'est l'inverse. C'est la contrainte qui nourrit l'imagination et la créativité. Vous n'aurez besoin de rien d'autre que ce setting et cette image. L'empereur contre Horus. Aucun livre de règles de Games Workshop, aucune figurine officielle, aucun matériel. C'est juste vous et ce tableau et ce que vous en ferez.